Michel, vous me disiez que Limoges était un centre de recherche particulièrement connu sur une thématique qui nous est chère aujourd'hui, une thématique d'une ressource rare qui est l'eau. Oui, exactement. Ouais. Ça fait plus de 50 ans maintenant que les premières formations ont démarré à Limoges dans le domaine de l'eau, dans le domaine plutôt de l'assainissement à l'époque. Et donc c'est un centre de référence sur les technologies de l'eau, l'innovation technique, etc. depuis très longtemps. Donc. Alors le territoire limousin regorge finalement d'énergie, d'énergie solaire, regorge de ressources naturelles, l'eau, le vent, une terre fertile. Et l'eau est une ressource rare, on parle aujourd'hui de stress hydrique. Ouais, on parle de rareté de l'eau. Quel est votre regard de chercheur sur ce sujet de l'eau ressource? Alors localement, l'eau était plutôt disponible. C'est vraiment un bien qui est une ressource qui est disponible. Dans le cas du changement climatique, on va sans doute vers une raréfaction de cette ressource. Les problèmes commencent à se poser. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui va poser des problèmes qualitatifs, quantitatifs, les deux étant liés, on peut difficilement différencier les deux. Et ce changement climatique, cette évolution du climat, va accentuer toutes ces difficultés, toute cette problématique, quoi. Et un territoire qui souffre de stress hydrique, c'est un territoire qui économiquement va se trouver impacté. L'activité économique, elle est souvent liée à l'eau en termes de ressources. Alors on pense assez vite aux activités du milieu rural, agricole et élevage, mais aussi le milieu industriel. Le milieu industriel est consommateur d'eau, a ses besoins en eau, a besoin de cette continuité aussi, et de disponibilité de l'eau. Donc c'est vraiment un des vecteurs importants, essentiels pour beaucoup d'activités en fait. Vous parliez de l'impact du changement climatique sur la question de l'eau, sur sa qualité, mais l'activité humaine et le développement des activités humaines ont un impact également sur la qualité de l'eau. Bien sûr, et tout type d'activité, à commencer par l'individu lui-même, domestique. Dans nos activités, on a des rejets d'eau usée. On dégrade la qualité de l'eau à travers ces eaux usées et après le milieu récepteur, bien sûr. Et puis, de manière peut-être un peu plus marquée ou un petit peu plus spécialisée avec les activités industrielles qui vont apporter un certain nombre de contaminants, micropolluants, qu'on appelle micropolluants, c'est-à-dire faible concentration, ou des polluants majeurs comme l'agriculture qui peut amener des charges en azote, en phosphore, etc. Donc une dégradation du milieu et de la ressource. Et pour une université qui travaille sur ces sujets, j'imagine que ce sont des nouveaux sujets d'études pour vous, la qualité de l'eau, la pollution de l'eau, les nouveaux polluants finalement? Exactement, progressivement, on voit, alors quand je dis apparaître, ils étaient déjà là, mais on est sensibilisé à certains contaminants, micropolluants. L'exemple typique, et d'actualité, c'est les PFAS, les perfluorés, mais il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres modes, j'ai envie de dire, des pesticides, etc. Mais comme on dit souvent, les polluants, on les trouve que si on les cherche, et dès qu'on en cherche, le problème c'est qu'on en trouve. Quels sont les impacts économiques justement de ces micropolluants, ces nouveaux micropolluants? Sur quel secteur d'activité en particulier sont-ils particulièrement nocifs? Alors, comme vous le dites, c'est le premier objet, c'est la santé. C'est vraiment protection de la santé humaine, santé animale, éventuellement, et santé environnementale d'une manière générale. C'est ce fameux concept One Health, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que de la qualité des eaux va dépendre toute la santé de notre environnement, et puis indirectement tous les coûts qui vont être associés. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on intègre de plus en plus de traitements avec des investissements en conséquence, et donc ça a vraiment un impact très fort. Comment on peut, de façon opérationnelle, si vous aviez à expliquer au grand public la façon dont on peut être plus sobre en eau, ça passe par quoi? Par des usages différents, par des usages mieux étalés dans le temps? Alors il y a la sobriété, d'abord c'est changer nos habitudes par rapport à l'eau, très clairement. Après, on a des possibilités aussi de recirculation, réutilisation. C'est quelque chose qui est aussi pensé dans le cadre d'une réflexion aujourd'hui sur la transition hydrique. Il y a vraiment cet aspect aussi économie et réutilisation.
Réutilisation d'eau usée étant le plus eau usée traitée, étant le plus classique, quoi, hein, enfin le plus courant. Quoi, hein. Donc être plus sobre, se répartir mieux les usages. Est-ce qu'il y a des changements de comportement importants qui doivent être mis en œuvre et comment les mettre en œuvre? Alors il y a des choses assez remarquables. Par exemple, sur votre territoire, est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Alors il y a le secteur industriel fait beaucoup d'efforts. C'est le plus réactif en général. On les accuse souvent d'être les plus gros pollueurs, mais c'est aussi les plus réactifs. En termes d'économie d'eau, vous avez beaucoup de secteurs industriels qui sont en train de basculer progressivement, si ce n'est sur le zéro rejet, mais sur vraiment un cycle vertueux de réduction des volumes utilisés, etc. De plus en plus. Et le domestique aussi, on n'y pense pas, mais on consomme de moins en moins d'eau. Alors, c'est de la volonté ou c'est un peu passif des fois. C'est les chasses d'eau qui consomment moins d'eau, c'est entre autres l'électroménager et l'équipement qui a beaucoup réduit leur consommation. Merci mille fois de cet échange sur l'eau, une ressource rare. Merci.